Salut et bienvenue sur notre podcast Départ Australie. Moi c'est Julie et après 3 PVT en Australie, j'aide désormais les futurs backpackers à partir à leur tour. Si tu veux en savoir plus sur notre travail ou si tu as des questions, tu peux nous retrouver sur Instagram ou sur notre site internet départaustralie.com. Aujourd'hui, on accueille Stéphanie. Ça fait un peu plus de 6 mois qu'elle est arrivée en Australie et elle voyage avec son chien Maui. Salut Stéphanie! Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Stéphanie. Je viens d'avoir 36 ans. Ça fait 6 mois que je suis en Australie et j'ai décidé de venir avec ma chienne Maui depuis la France. Elle avait 10 ans et puis je voulais pas la laisser. Et c'était pas son premier voyage. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris avec moi. J'ai fait beaucoup de boulot. J'ai déjà habité dans d'autres pays comme le Portugal, l'Espagne, la Bolivie. Mais par contre, l'Australie, c'était quelque chose que j'ai toujours voulu parce que je voulais voir des ornithorynques. Et j'en ai déjà vu, donc je suis très contente. Et voilà, j'aime beaucoup la nature, la randonnée, l'escalade. Et je pense que l'Australie, les animaux en général, il y a tellement d'animaux qu'on voit qu'en Australie. Donc, c'était vraiment le pays à venir. Et en ce qui concerne tout ce qui est les chiens de travail, parce que j'aime beaucoup travailler avec des chiens, c'est vraiment un chouette pays pour apprendre. D'accord. Donc, tu as vécu dans quel pays avec ton chien? Alors, avec Maui, on a été en Belgique. Alors, je l'ai adopté en Belgique. Je faisais mes études en Belgique. Ouais. Après, on est parti au Portugal. Et aussi, on a vécu en Espagne et au Costa Rica. D'accord. Donc, c'est pas la première fois qu'elle prend l'avion pour voyager. Exact. C'est bien le voyage le plus long qu'elle a fait et le plus compliqué, mais c'est pas la première fois. On a pris, je sais, c'est pas très écolo, mais on a déjà pris plusieurs fois l'avion. J'ai pas de permis de conduire, donc parfois l'avion est plus facile. Ouais. Alors, comment ça se passe pour venir avec un chien en Australie? Alors, il faut savoir que pour venir avec un chien en Australie, déjà, il faut penser au chien. Donc, si votre chien est déjà habitué à voyager, à être dans une cage durant beaucoup d'heures, à être séparé de vous aussi, je pense que c'est super important. Et après, il y a beaucoup de démarches. Alors, je dirais, il y a un budget. Moi, ça m'a pris, disons, 6 ans pour vraiment l'économiser, mais au même temps, je vivais ma vie, donc c'était pas, voilà, je vivais pas avec le moindre pour pouvoir économiser. J'ai pris mon temps. Et je dirais que le pire, plus que l'économie, c'est vraiment le temps qu'on y passe, parce qu'il y a beaucoup de paperasse. Alors, quand vous rentrez sur le site du gouvernement australien, il y a toute l'explication, il y a beaucoup d'étapes. Alors, c'est très bien expliqué, mais il faut déjà trouver un veto qui est habitué à faire ce genre de choses pour pas qu'il fasse d'erreurs, parce qu'il y a certains vaccins qui, en France en tout cas, ont plusieurs vaccins dans le même vaccin. Et que parfois, il y en a un qui manque. Et alors, il faut faire vraiment attention parce que c'est pas que la rage. Il y a d'autres vaccins qu'ils demandent. Ouais. Et il y a aussi beaucoup de antiparasitoires qu'il faut donner. Et il faut aller au veto. Le veto doit certifier. Donc, il faut payer à chaque fois pour donner un antiparasitoire qu'on pourrait le donner nous-mêmes à la maison. Ouais. Il y a aussi le temps. Il y a vraiment un deal. Ils disent 15 jours avant, il faut aller au veto. Il faut donner un antiparasitoire 10 jours avant, 5 jours avant. Et même 5 jours avant, il faut faire encore des paperasses. Donc, le problème, c'est que, surtout pour la dernière étape, si après le vol a un retard, c'est un gros problème. Il faut faire quelques heures avant donner un parasitaire, mais si le vol a du retard, ça peut être plus valable. Oui, alors c'est 5 jours avant. C'est dans les 5 jours avant qu'il faut le donner. Ce qu'il conseille, c'est de le donner vraiment le plus tard possible. Au cas où il y a un retard, on ne sait jamais, quelque chose arrive avec l'avion. Sinon, il faudrait refaire tout. Après, il y a une autre chose qui est vraiment importante, c'est le titrage pour la rage, pour savoir si ton chien a les anticorps pour la rage. Et le gros problème, c'est que selon le pays où vous êtes, à ce moment-là, moi j'habitais en Espagne, les labos peuvent prendre du temps parce que il y a que certains labos qui sont certifiés. Après, quand on reçoit le résultat, on peut pas partir dans les 6 mois. Il faut partir après 6 mois d'avoir le résultat, comme quoi la chienne ou le chien a assez de anticorps de la rage, donc qu'elle a été vaccinée dans les temps. Et maintenant, moi, quand je suis partie, ce test durait 2 ans, avait une validité de 2 ans si on continue à faire le vaccin de la rage dans les temps. Et il faut savoir qu'avec la Nouvelle-Zélande, c'est le seul pays où il y a une limite de ce test. Dans tous les autres pays, même quand on revient en Europe, si on a fait le titrage et après on fait régulièrement le vaccin de la rage, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, il ne faut pas refaire le titrage. Ici, pour l'Australie, oui. Si on dépasse le temps, maintenant c'est 1 an, faut refaire le titrage. D'accord. Et une autre chose aussi qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une quarantaine. La
quarantaine, alors en premier, il faut demander le droit d'importation. Donc, il y a des papiers à remplir. Il faut aller à la DDPP. Selon la région où vous êtes, eux, ils s'en chargent aussi de valider un genre de certificat du veto pour chaque étape. Et en même temps... C'est quoi la DDPP? DDPP, c'est la départementale, je sais pas trop. Eux, ils s'en chargent en tout cas pour tout ce qui est exportation d'animaux, de plantes, de voyages. Je sais pas trop. Je sais que je suis allée, j'ai cherché l'adresse et je me suis heureusement des personnes super sympas parce que bon, j'ai eu quand même pas mal de soucis pendant que je faisais la paperasse, même si on lit tout. Des fois, ils reviennent pour des petits trucs. Ouais. Je vivais en Espagne, donc le veto était espagnol, mais je partais depuis la France. Donc, ils voulaient que les papiers soient français, mais j'étais pas en France à ce moment-là pour faire toute la démarche en France. Donc, c'était assez compliqué. Donc, je vous conseille de faire toute la paperasse et d'être dans un même pays et de partir du même pays. Ça facilite la vie. Ouais. Et puis après, l'autre étape, c'est la demande quand on a le droit d'importation, le certificat d'importation, il faut faire une demande pour la quarantaine. Donc, si le chien part d'un pays de catégorie 3, donc la majorité des pays européens sont dans la catégorie 3, alors dans ce cas-là, la quarantaine est de que 10 jours, à différence de 40 jours pour d'autres pays. Et pour certains pays, il faut aller à un autre pays de catégorie 3 ou 2 ou 1 et vivre 6 mois avant de pouvoir aller en Australie. Donc, il faut vraiment faire attention parce que moi, j'avais pensé pour diminuer le temps d'avion avec ma chienne de faire le transsibérien. Et de partir depuis la Mongolie. Mais si je partais depuis la Mongolie ou depuis la Chine, selon le vol que je trouvais, la quarantaine passait de 10 jours à 40 jours. Et il faut savoir que par jour, ils font payer dans les environs de $100. C'est un petit peu moins de $100 par jour. Ah oui, donc ça fait un sacré budget. Oui, exactement. Et avec tout ça, le chien peut pas voler dans le même vol que toi, même si c'est en soute ou n'importe. C'est pas possible. Donc, il faut réserver un cargo spécialisé en chien. Et donc, depuis la France, il y a 2 compagnies. Si je me trompe pas, c'est Singapour. Et puis l'autre, c'est, je pense que c'est Qatar mais il y a 2 compagnies qui vraiment le font. Ouais. Et sinon, oui, c'est pas possible. Et ça veut dire que ton chien va voyager dans un autre vol, complètement à part de ton vol. Et quand il arrive en Australie, directement ceux de la quarantaine le récupèrent. Donc, et comme c'est que 10 jours de quarantaine, il n'y a pas moyen de voir le chien jusqu'à la fin de la quarantaine. D'accord. Ouais, donc ça doit être quand même un sacré stress pour le chien. Oui, c'est quand même un stress. C'est surtout que je comprends pas pourquoi on peut pas aller le chercher. Ça, voilà. Après, je pense que c'est mieux durant la quarantaine de pas aller voir le chien parce qu'on va voir le chien et on repart et le chien comprend pas pourquoi on le prend pas. Mais oui, après je suis allée voir, l'endroit a l'air bien, ils ont l'air de prendre soin du chien. Oui. Il y a des vétérinaires et tout le truc, mais bon, c'est quand même pas quelque chose de très naturel pour le chien, c'est sûr. Oui. Surtout pour le vol. Ouais, et tu peux arriver de partout en Australie? Ou il n'y a qu'une seule ville? Alors oui, ça c'est vrai, c'est une information importante. Il y a qu'une seule quarantaine pour tout le pays qui est à Melbourne. D'accord. Donc, faut absolument, en tout cas, aller la chercher à Melbourne. Moi, je suis arrivée à Sydney, je suis restée quelques jours et après, je suis allée la chercher à Melbourne. Ouais. Donc, tu vas être bien contente de la retrouver. Oh oui. Ça. Oui, c'était un petit stress d'être sûre comment elle était. Après, je connais ma chienne, je sais qu'elle stresse pas facilement et elle est habituée. Mais quand même, je pense qu'elle a aboyé durant 10 jours d'affilée parce qu'elle avait pas de voix quand je l'ai récupérée. Ah. Elle a aboyé et c'était complètement une autre voix hyper grave. Et après, j'ai parlé avec un veto, il m'a dit oui, elle a sûrement aboyé durant 10 jours dans la cage. Et t'as pu parler avec les personnes qui s'occupaient d'elle pendant la quarantaine? Avoir un retour? Oui, mais c'était très, très, très vague. C'est oui, elle est bien. Quand elle arrive, il y a un veto qui vérifie tout. Et alors vraiment, on va te dire exactement tout. Elle avait une petite blessure sur la patte. Oui. C'est une blessure qu'elle avait déjà avant de partir. Vraiment te dire, elle a une blessure sur la patte, ici, vous voulez qu'on la traite, vous voulez qu'on fasse ci, ça. Ils vont vraiment tout demander. Ils vont l'inspectionner du haut jusqu'en bas. Il la désinfecte aussi. Je sais pas si c'est bon ou pas pour les chiens. Il désinfecte complètement le chien, la cage. Et n'importe quoi qu'on met dans la cage, ils vont le détruire. Il y a moyen de mettre la laisse en dehors de la cage et normalement, ils le détruisent pas. Dans mon cas, la laisse a disparu. La laisse et le côté ont disparu. Mais sinon, ils détruisent tout le reste. Tout ce qui est à l'intérieur de la cage, ils détruisent et ils désinfectent. Ouais. C'est une organisation. Je pense que s'il y a des personnes qui décident de le faire, il faut vraiment s'organiser et prendre 1 an à l'avance pour commencer à faire la paperasse. Pour avoir le temps d'être sûr, ouais. D'accord. Et ça t'a coûté combien Je sais pas vraiment. J'ai payé petit à petit. Surtout pour le veto, je pense que c'est dur de savoir. Oui.
J'ai eu de la chance que j'avais un super veto en Espagne et qu'en Espagne c'est un peu moins cher niveau vétérinaire et que j'avais déjà le titrage parce que quand je suis partie au Costa Rica et je suis rentrée en Europe, j'avais déjà fait le titrage de la rage et j'étais vraiment tout juste dans les temps. Donc j'avais ça en moins, mais je dirais déjà le voyage en avion c'est presque 2000, juste l'avion. La quarantaine ça doit être au moins 1000 euros et puis après oui clairement entre les antiparasitoires, les vaccins et tout, il doit avoir aussi un bon 2000 aussi. Donc, disons, dans les environs de 6000, mais j'ai vraiment pas voulu savoir combien j'ai dépensé, pour être sincère. Ouais, bon, t'as fait les dépenses au fur et à mesure, mais oui, donc à peu près 6000 euros. Ouais, d'accord. Donc oui, c'est à prendre en compte aussi. Oui, parce qu'après aussi la paperasse, tous les papiers qu'il faut faire parce qu'ils doivent certifier avec un vétérinaire agréé par le gouvernement et on paye tout. Une autre chose aussi, c'est que quand je suis arrivée, ils ont pas trouvé les papiers originaux du chien pour une des certifications des DPP. Ils m'ont envoyé un mail en disant qu'ils allaient parler directement avec avec l'organisme en France, mais que toutes les minutes qu'ils perdaient entre les appels et à s'occuper de ça pour être sûr que c'était des originaux, ils me les faisaient payer par minute. C'était, je me rappelle plus, mais c'est donc j'ai dû payer en plus cette partie-là. Ils font payer tout. D'accord. Tout. Donc il vaut mieux être sûr d'avoir tous les papiers, de bien se prendre en avance, d'avoir tous les papiers. Faire vérifier tout par tout le monde. Et les vaccins. Alors moi j'ai pas eu de souci avec les vaccins, mais j'ai entendu quelqu'un qui avait donné un vaccin à un chien, que c'était pas obligatoire, mais il faut faire un titrage s'il n'a pas le vaccin. Et donc, le vétérinaire lui avait donné le vaccin et après, ils avaient fait le titrage. Et bien évidemment, dans le titrage, il y avait les anticorps. Et alors, ils ont dû refaire le vaccin pour bien vérifier. Voilà. Donc, il y a pas mal de petits trucs comme ça qui ne sont pas très logiques. Mais qu'il faut... Moi, j'ai dû refaire aussi la rage au cas où, comme ils ont changé, que le titrage avait une validité de 2 ans au lieu de 1. Alors, j'ai dû refaire un vaccin de la rage qu'elle en avait pas besoin, elle l'avait fait 6 mois avant. Mais voilà. Ouais, pour être vraiment en règle au maximum avec les demandes de l'Australie. Exactement. Là, c'est un petit peu toute la démarche. Après, je pense que bien organisé et bien orienté, c'est vraiment possible de le faire et avec les économies. Carrément avec les économies. On a déjà eu des questions pour les chats. Est-ce que tu sais si c'est à peu près la même procédure ou pas? Alors, du niveau vétérinaire, je ne sais pas, mais pour tout le reste, c'est semblable. Donc, tout ce qui est paperasse, les temps et tout, c'est semblable. Après, pour les vaccins et les antiparasitoires, je pense que ça doit être différent. Il doit y avoir d'autres vaccins pour les chats. Et il faut savoir aussi que l'Australie n'est pas très amie des chats. Moi, j'ai une chienne qui chasse les chats. Et depuis que je suis en Australie, je suis très contente. Alors, je suis vraiment désolée pour les gens qui ont des chats. Mais en Australie, comme les chats qui sont en liberté peuvent chasser beaucoup de la faune autochtone du pays. Donc, il y a même des États où c'est interdit d'avoir un chat. Ou si tu as un chat, il peut jamais sortir de chez toi. Et donc, je pense que quand on a un chat, c'est très important aussi de penser, si on a habitué le chat à être toujours dehors, faut faire vraiment attention parce qu'ils peuvent vraiment même le tuer. Il y a des îles où vraiment, après c'est des chats sauvages, mais voilà, s'il y a un mélange entre ton chat et le chat sauvage, il peut clairement y passer. Donc oui, je pense que les chats c'est différent. Ouais, et donc bien prendre en compte ça aussi. Et y a-t-il des différences de prix selon le poids et la taille de l'animal? Alors oui, parce que surtout quand on voyage, alors la seule différence de prix, ça va être lors de l'avion quand on réserve le cargo, parce que ça dépend du volume. Donc déjà, le chien doit voyager dans une cage certifiée IATA, que c'est une certification pour les cages dans l'avion, donc qui sont beaucoup plus sécures. Selon la taille de la cage qu'on choisit, où le chien doit être vraiment à l'aise dans la cage, il peut bouger. Il faut aussi, il faut un prix selon le volume et le poids. D'accord. Donc effectivement, il y a une différence si on a un petit chien que si on a un grand chien. Et toi, par exemple, Maui, quelle est sa race, quelle est sa taille, son poids? Alors Maui, elle fait 15 kilos, c'est une grosse bâtarde. Sûrement, elle a du Jack Russell et peut-être du Podenco, donc un genre de lévrier de montagne. Il y a beaucoup en Espagne et au Portugal. On le sait pas. C'est un chien de chasse. Elle a un gros instinct de chasse, et donc ça c'est sûr. Et des moustaches comme un Jack. D'accord. Donc oui. Donc toi, ça fait 6 mois que tu es en Australie. Est-ce que tu trouves qu'il y a des contraintes de voyager avec son chien? Alors il y a la première contrainte, mais c'est une contrainte que j'ai partout, donc je pense pas que c'est spécial pour l'Australie. C'est le logement. Le logement est très difficile à trouver.
Déjà, je peux pas aller dans un hostel. Je peux pas partager la chambre avec qui que ce soit parce que généralement, les endroits où tu partages, ils acceptent pas les chiens. Toujours des endroits où loger, mais les options, c'est toujours les options en général les plus chères. Mais bon, ça fait 9 ans que je voyage et que j'ai toujours cette contrainte, donc je commence à savoir les astuces. Une autre contrainte que pour moi est très différente à l'Europe en tout cas, c'est les transports en commun. Les transports en commun acceptent très rarement les chiens, donc c'est assez compliqué, même en ville. Alors à Melbourne, je sais quand le chien peut rentrer dans le train avec une muselière, mais par contre, dès que le train sort de Melbourne, c'est déjà interdit d'avoir un chien. Pour les trains, des fois, il y en a certains qui acceptent, certains non, donc il faut toujours voir lesquels acceptent. Pour les avions, c'est aussi un autre problème parce que normalement, la majorité des compagnies ne veulent pas accepter les chiens. Donc en soute. Alors je sais pas comment c'est en cabine. Maui, elle est trop grande pour rentrer en cabine. Mais pour les voyages en soute, ils t'envoient directement à des sociétés spécialisées de transport d'animaux. Mais du coup, ça passe d'un ticket à un ticket directement à $1,000 pour beaucoup d'endroits. Donc c'est pas possible. Mais j'ai réussi à trouver, parce que quand je suis arrivée, j'ai trouvé un boulot plus ou moins, c'est le début de l'Outback. Donc à quelques heures de Mildura. Et alors j'ai trouvé une astuce parce qu'il y avait un aéroport à côté de où j'allais pour la ferme. Mais l'aéroport n'acceptait pas les chiens parce qu'il y a certains aéroports comme par exemple Adélaïde où le chien peut pas arriver non plus dans l'aéroport, donc il faut qu'il passe par cargo et il te l'amène dans un autre hangar où il faut aller le chercher. D'accord. Et alors il y a une compagnie, c'est la compagnie REC, pour un voyage dans un même état et seulement dans les états de New South Wales et de Victoria, c'est possible de ramener le chien en soute selon le modèle de l'avion. Donc, il faut déjà que ça soit dans un état et que ça soit dans un de ces deux états. Il faut que ça soit un voyage direct aussi. Et il faut que le modèle de l'avion soit un modèle très... Et comme ça, moi, j'ai réussi à faire Melbourne, Mildura avec Maui. Et ils m'ont fait payer $5 par kilo, un truc comme ça. Donc, c'était un prix vraiment plus raisonnable. Clairement plus raisonnable. C'était un petit vol. Et de Mildura, j'ai dû trouver quelqu'un qui fasse le trajet en voiture. De ce côté-là, par contre, les Australiens sont beaucoup plus ouverts à prendre le chien dans la voiture. Et beaucoup ont des pick-up et tout, donc c'est assez facile de trouver du covoiturage. Bon, je trouve que ils se font moins de problèmes à prendre un chien. Une autre contrainte, parce que moi c'est un cas un peu spécial parce que j'ai pas le permis de conduire. Donc je suis encore beaucoup plus limitée. Sinon j'habitais, je dormais dans la voiture et puis c'était plus facile. Mais je dépends des gens. Alors là, j'ai eu vraiment une grosse chance. J'ai rencontré un Français qui lui voyage, il a un pick-up et on allait plus ou moins dans la même direction. Donc il a pas de problème avec Maui et donc ça a été beaucoup plus facile comme ça. Mais effectivement, je dépends un petit peu. Je pense qu'avec une voiture, ça change tout. Simple, sincèrement, avec une voiture, ça doit être assez facile. Et puis après, c'est comme partout. Il y a des plages où ils acceptent les chiens, il y a des plages où ils acceptent pas les chiens. Il y a des restos, on peut rentrer. Je trouve que dans certains endroits en Tasmanie, c'est assez ouvert. Maintenant, je suis en Tasmanie. C'est assez ouvert pour les chiens à l'intérieur et même dans les terrasses. Après, il y a aussi beaucoup de boulot où ils te logent. Et là, pour moi, c'est un gros problème parce qu'ils te donnent le logement, mais bien évidemment, ils vont pas accepter un chien dans le logement. Et c'est des endroits en général où, t'as pas trop le choix pour loger. Donc oui, ça fait une contrainte, mais si t'as encore une petite caravane, une van aménagée, voilà. Donc t'as dû refuser certains jobs parce que tu avais Maui. Oui. Là, il y a pas très longtemps, un super job en plus, mais là c'est pour une autre raison. C'était un job dans un parc national. Effectivement, on était logés dans le parc national. Et les parcs nationaux sont interdits aux chiens, donc ça c'est un autre gros problème, je trouve. Tous les parcs nationaux. Je comprends. En Tasmanie, oui. Tout ce qui est parcs nationaux, ils sont interdits aux chiens. Et ça veut dire, si tu veux faire une randonnée de quelques heures, c'est pas possible de ramener le chien. T'as des parcs où ils sont acceptés, mais dès que c'est un parc national, c'est pas accepté. D'accord. Et voilà, si tu veux vivre dans le parc national, tu peux pas avoir un chien. Même en laisse, j'ai essayé en laisse, muselière. Moi, j'ai pas de problème. Elle est habituée à la muselière si c'est nécessaire. Mais non, il y a pas moyen, on peut pas. Alors... Parlons aussi des frais vétérinaires. Est-ce que tu as dû payer une assurance privée pour Maui? Alors j'ai toujours eu une assurance pour elle. Le problème c'est avant j'habitais au Portugal
Et au Portugal, j'avais mon assurance qui nous assurait que au Portugal. Et quand je suis venue ici, déjà j'ai voulu trouver s'il existait une assurance internationale, comme pour nous, s'il y avait une assurance pour les animaux de compagnie quand on voyageait. Je m'étais dit c'est peut-être intéressant pour une première année, voir s'ils peuvent me couvrir. Impossible. J'ai fait beaucoup de recherches. Il y a des gens qui m'ont dit qu'ils ont eu à un moment donné une assurance pour leur chien, des gens qui ont des comptes Instagram qui voyagent partout avec leur chien, mais tous m'ont dit la même chose, ils ont arrêté l'assurance. Donc déjà, il n'y a pas une assurance internationale. D'accord. Donc je m'étais dit bon bah en arrivant en Australie, je vais essayer. Maui, elle a eu 10 ans en arrivant ici en Australie et à partir de 10 ans, c'est très dur d'avoir des assurances. Mais sinon, il y a des assurances partout. Alors il faut savoir, les Australiens adorent les chiens, donc il y a pas mal de choix. Il y a des assurances plus chères, moins chères. Il y a même des réseaux d'hôpitaux. Si on pense rester entre Melbourne, Sydney, dans les grosses villes, il y a des réseaux de vétérinaires, d'hôpitaux vétérinaires qui, si on fait partie, on a beaucoup moins de frais. Alors c'est pas vraiment une assurance, mais dès qu'on y va à leur hôpitaux, tout est vraiment bien réduit. D'accord. Donc ça c'est une option pour les vieux chiens, mais le problème c'est que le réseau d'hôpitaux n'est que dans les grosses villes. Okay. Donc dès que moi je voulais faire la Tasmanie, l'Outback, je veux faire après le Northern Territory et le nord de Queensland, impossible. C'est vraiment des régions où je trouverais pas. Et les seules assurances qui me prenaient, c'était des assurances où il fallait payer beaucoup et au final ils couvraient presque rien. Ouais, donc pas intéressant. Mais je pense que c'est très important si on voyage en Australie et le chien n'est pas si âgé, de vraiment avoir une assurance parce que les frais médicaux sont très chers. Ouais. Alors le niveau de vie en Australie est plus cher, mais je trouve que comparé au salaire, ça va. Mais tout ce qui est relié aux animaux, personnellement, en tout cas en comparant à ce que j'ai pensé, c'est beaucoup plus cher. Par exemple, la nourriture, je donne des croquettes. Ici, les croquettes sont très très chères et même la majorité des Australiens avec qui j'ai été font eux-mêmes la nourriture pour le chien. Il y a des bouchers qui font de la viande spéciale pour les chiens et même des genres de saucissons où il faut juste couper. Il y a dans le supermarché, mais il y a aussi dans les bouchers. Donc, si on veut une meilleure qualité, plus sain et tout, il y a beaucoup de choix de ce côté-là pour faire la propre nourriture, mais bon, quand on voyage, déjà faut avoir de la place dans le frigo, voilà. Et le veto, oui, il est cher. J'ai déjà testé parce que il a commencé avec une allergie, chose qu'elle a jamais eue, et du coup, chaque veto c'est plus ou moins entre 200-250 $. Alors des fois c'est les médicaments, des fois c'est le test de sang. Mais j'ai jamais eu une consultation à moins de 200 $. Ah oui, d'accord. Donc, oui. Juste la consultation. Oui. Et il y a eu rien d'extraordinaire, mais oui, il y a des médicaments ou sinon là on a fait un test de sang pour voir si c'était la thyroïde et encore on m'a appelé pour me dire qu'au final tous les résultats sont bons, il faudrait quand même refaire un test et il faut aussi enregistrer son chien parce que même si le chien a une puce, faut le enregistrer en Australie pour mettre l'adresse de l'Australie où on est en Australie au cas où le chien s'échappe. Et il faut savoir que chaque État a un système et une base de données différente, donc c'est aussi un peu compliqué si on pense être en train de bouger d'un État à l'autre. Est-ce que tu dois faire le changement de l'adresse à chaque fois pour le registre? Pour le registre, surtout quand on arrive en Australie, moi c'est un truc que je conseillerais. Je sais pas si c'est obligatoire. Dans la majorité des pays, c'est obligatoire parce que si ton chien se perd, donc effectivement, il a une puce parce que pour arriver en Australie, une des demandes, c'est qu'il ait le carnet de vaccination et une puce. Et si un veto australien juste passe sa machine ou la police, il va juste avoir un numéro. Mais en même temps, ça n'a aucune information, qui est le propriétaire, numéro de téléphone, adresse. Et donc, ça peut toujours être un risque, surtout dans un nouveau pays. Moi, en tout cas, j'aime bien le faire. Mais le gros problème, c'est que chaque État australien a des bases de données différentes. Donc, il y a une base de données plus ou moins nationale. Selon les États, il y a différents registres. Le registre est assez facile, il faut juste appeler ou aller au vétérinaire et eux ils envoient la demande. Et après on peut par internet changer l'adresse. Je pense que ça devrait être obligatoire mais j'ai pas l'info sûre et certaine, c'est quelque chose que je fais tout le temps. D'accord, en tout cas. Par mesure de sécurité, il vaut mieux. Donc si admettons un jour tu perds ton chien, il y a le policier qui peut te rappeler ou une personne lambda ou un vétérinaire peut t'appeler pour dire qu'il a retrouvé et te retrouver toi. Exactement. Okay. Et donc on va passer à la dernière partie de cette interview. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour toutes les personnes qui souhaitent venir en Australie avec son chien? Alors, en premier, c'est avoir beaucoup de patience, prendre son temps pour bien voir toutes les démarches à faire, trouver un très bon veto qui est
très disponible et qui va pas vous faire payer à chaque fois que vous allez. Ça, c'est un petit conseil. Ouais. Et qui sache faire la paperasse aussi, parce qu'il y a des vétos qui savent, il y en a d'autres qui savent moins. En tout cas, comment ça se passe. Un autre conseil, c'est vraiment entraîner son chien s'il n'est pas habitué à être dans la cage, à l'habituer. Alors, avec de la nourriture, avec la cage ouverte, et petit à petit, après, peut-être mettre son lit dedans. Je pense que c'est assez important que pour le chien, ça soit un endroit assez commun et même commencer petit à petit, peut-être dans la voiture, le mettre dans la cage dans la voiture pour les chiens qui sont pas habitués, parce que sinon ça va être l'horreur. Si un chien est très nerveux, parce qu'il y a des chiens très anxieux, c'est pas le cas de ma chienne, mais j'ai déjà vu des chiens à l'aéroport où on voit qu'ils sont en train de baver, qu'ils en peuvent plus. Ouais, moi, je penserais 2 fois, en tout cas, ou faire un très grand entraînement. C'est possible, hein, c'est vraiment possible. Et vraiment faire attention. L'autre, c'est avoir un van. Sincèrement, je pense qu'avec un van aménagé, on est bien plus tranquille avec un chien, même si le chien pourra dormir parfois dans des endroits où on accepte. S'ouvrir à des possibilités, je pense qu'il faut pas être trop fermé quand on est en Australie, en général, mais surtout avec un chien. Alors moi, juste pour donner des petites idées, pour les logements, j'ai tout fait. Alors, j'ai fait du couchsurfing, j'ai fait du LPX, j'ai fait beaucoup du Airbnb que je contacte, je paye une soirée, après je reste. J'ai fait beaucoup de choses pour essayer de trouver aussi différents réseaux. Sur Facebook, il y a Host a Sister, c'est assez bien, c'est entre filles. Après, voilà, après j'ai eu aussi une autre chance, c'est parce que moi j'entraîne les chiens. Et j'ai toujours voulu entraîner des chiens pour la détection de la conservation d'espèces, tant animales comme de la flore. Et ici, c'est quelque chose qui marche assez bien. Donc, j'ai rencontré des gens qui le faisaient. En échange, que je les aidais avec l'entraînement ou de garder leur chien, ils me donnaient le logement. J'ai aussi gardé une maison et un chien durant le mois de décembre. Et ça, c'était aussi un super plan pour avoir un logement. J'avais toute la maison pour moi. Ma chienne s'entend avec les autres chiens, donc c'était facile. Tant qu'il n'y a pas un chat à la maison, il n'y a pas de problème. Du coup, je pense que c'est ça. C'est vraiment s'ouvrir. Personnellement, le voyage avec le chien est complètement différent, mais je regrette pas. Personnellement, je regrette pas parce que ça fait un voyage complètement différent. J'ai connu beaucoup de gens que j'aurais pas connus de cette façon-là. Et même si j'ai toujours une seule opportunité, en général, les gens sont très sympas. S'ils acceptent le chien, ils sont sympas. Donc, je pense que ça serait un conseil de pas se faire des idées trop fixes. Alors, j'ai eu de la chance, j'ai eu la possibilité de faire les 88 jours dans une ferme, dans l'Outback, donc une ferme d'animal. Par contre, je pense pas que je le referai parce que j'étais logée dans la ferme. C'était un gros chaos avec 17 chiens qui pissaient, faisaient caca dans la maison, 3 dingos. 3 dingos, oui, c'était le désastre total. Donc moi, j'ai dû enfermer ma chienne dans la chambre parce que 17 chiens qui sont pas contrôlés. Après, il y avait des bagarres, il y avait beaucoup de mâles non castrés, des femelles en chasse. Et du coup, je conseille aussi, parce qu'il faut penser aussi aux chiens, de vraiment essayer de voir où est l'endroit, si c'est possible de pas loger dans la ferme. Après, ça dépend le type de chien. Mais moi, ma chienne, je peux pas la lâcher au milieu des volailles. Il y aura plus de volailles. Faut savoir que les Australiens aussi, surtout dans l'Outback, ils peuvent tranquillement donner un coup de fusil aux chiens. Si un chien attaque une de leurs bêtes, ils en ont rien à faire. Ils donnent un coup de fusil. Donc, je pense que c'est des trucs à savoir. T'as eu des personnes qui te l'ont dit, enfin des Australiens? Ah ouais. Oh oui. Ah ouais. Oui. Alors j'ai été beaucoup avec des Australiens depuis que je suis arrivée. J'étais beaucoup avec des Australiens. Et en tout cas dans l'Outback, on me l'a dit beaucoup de fois. Non, un chien qui attaque le bétail par exemple et qu'on ne connaît pas, c'est directement. C'est directement. Et après ils vont dire ah bah oui, ton chien devait pas être dans notre terrain. Que c'est vrai, mais bon, c'est un peu extrême. Alors on m'a raconté pas mal d'histoires et j'ai même connu un gars que son boulot c'était quand il y avait quelqu'un avec un gros terrain qui voulait se défaire ou des dingos ou des kangourous et tout, on lui payait pour tuer ces animaux et en même temps s'il y avait des chiens, il pouvait tirer dessus si c'était pas les chiens de la maison parce que ça pouvait être des chiens sauvages, des chiens qui se sont échappés. Donc ça arrive. En tout cas dans les endroits assez reculés, ça arrive. Faut savoir, oui. Ouais, il faut savoir. Voilà, c'est des trucs, c'est mieux à savoir comme ça. On fait attention. Moi, je lâche pas ma chienne. Déjà aussi, il y a les serpents. Ça, c'est aussi un autre problème en Australie. Il y a les serpents et les araignées. Et puis, il y a pas mal d'animaux qui peuvent venir attaquer. Donc, oui, c'est des petits trucs à tenir en compte. Mais bon, moi, depuis que je suis en Australie, j'ai pas vu un seul serpent. Alors, j'ai de la chance. J'ai fait pas mal de randonnées. Je suis pas mal en campagne. J'ai de la chance, Mais donc oui, je pense que c'est un peu tout. On est apte un peu à s'accommoder aux chiens. J'ai fait des études en bio, j'aurais adoré travailler plutôt dans des réserves et tout. Mis à part si je trouve un logement qui est en dehors de la réserve, c'est très dur.
C'est très, très, très dur. Je te remercie pour tous ces conseils. Pas de souci, c'était avec plaisir. Est-ce que tu accepterais de donner ton Instagram s'il y a des personnes qui ont encore des questions à te poser? Bien sûr, sans souci. J'adore répondre des questions, donc n'importe quelle question est bienvenue. Si je sais répondre, je répondrai. Alors, mon Instagram, c'est Saguaticas, donc Zaguaticas. Eh ben merci. De rien, de rien. Ça veut dire bâtard au Costa Rica. Ah, d'accord. C'est les chiens qui ont pas de race. Ouais, donc en rapport avec Maui. Voilà, exactement. Eh ben, je te remercie pour nous avoir accordé cette interview et pour tous les conseils que tu as donnés. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Et voilà, je motive les gens. C'est très compliqué, c'est cher. Mais si vraiment vous pensez rester plus longtemps, voilà. Après c'est un truc très personnel. Il n'y a pas de mauvais choix. Stéphanie, et je te dis à bientôt. Merci.